Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 heures et chaque samedi à partir de 11 heures Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Envie de la Diaspora, ce numéro qui nous permet également donc de faire décrypter l'actualité. Vous savez, désormais, ce grand rendez-vous des mercredis et des samedis à partir de 11h heure de Chicago et également 12h du côté de Washington DC. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute à Avis de la Diaspora, cette émission dans laquelle nous recevons des personnalités politiques, des acteurs. Aujourd'hui, il y a un grand homme qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés, d'accepter également notre invitation, nous donner d'amples informations également sur la légitimité, la légalité, les conséquences des modifications de la Constitution en Afrique. Mesdames, Messieurs, nous sommes encore heureux, encore une fois, d'être à votre compagnie, surtout pour partager de très bons moments avec vous. Moïse Agbenyigan, c'est moi, c'est mon nom. Je serai à la présentation, à la réalisation et également à la mise en onde de cette émission. L'essentiel de ce que nous pouvons nous faire également, c'est de partager également cette émission sur d'autres plateformes, comme vous savez le faire, et également mettre à la disposition tous les amis qui aiment également contribuer au développement de l'Afrique. Alors, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir à nos côtés aujourd'hui et surtout en ligne par Duplessis, Maître Iou, Maître Alessis Iou, qui répondra à toutes les interrogations que nous poserons aujourd'hui dans cette émission. Je rappelle donc que Maître Iou fait partie du gouvernement de Dr Agbeome, mais je pense qu'avec son objectivité aujourd'hui, il nous donnera en tant qu'avocat et enseignant beaucoup d'informations concernant la légitimité, la légalité, les conséquences des modifications de la Constitution en Afrique. Son domaine de prédilection, bien sûr. Maître You, bonjour. Ou bonsoir. Bonjour. Merci encore une fois de m'inviter sur votre plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Afro Web TV. C'est toujours un honneur de se faire inviter par votre chaîne qui est regardée partout par le monde. Et c'est aussi un plaisir de discuter, d'échanger avec vous, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'un domaine que je maîtrise bien. Donc, merci beaucoup et j'espère que vos téléspectateurs et téléspectatrices apprécieront les informations que je vous donnerai aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous savoir et de vous avoir en ligne aujourd'hui. Chers amis, vous pouvez contribuer également à cette émission en appelant tout simplement le 319 462 89 79. Avis de la diaspora. Donc c'est cette émission que vous suivez en ce moment sur les ondes d'Afro TV, rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Maître Iou est avec nous pour répondre et pour nous enseigner et pour nous donner également d'amples informations sur la légitimité et la légalité pour le commun des mortels qui ne sont pas accros du droit. Maître Iou, la légitimité et la légalité. Comment vous, en tant qu'avocat, vous, en tant que juriste, vous définissez la légitimité et la légalité?
Oui, merci. C'est une question qui taraude toujours les esprits des néophytes en droit. Mais en réalité, c'est deux notions qui sont côte à côte, qui vont ensemble. Alors, pour faire simple, pour le commun de mortels et ceux qui ne sont pas des juristes, je vais tout simplement dire que tout ce relève de la légalité, comme le mot le dit, c'est ce qui sort de la loi. En revanche, ce qui est de la légitimité, c'est un principe général du droit qui veut que ce qui est légitime sorte d'une souveraineté populaire, de l'expression d'une souveraineté populaire. C'est-à-dire que ce qui est légitime, euh, le fait de tirer quelque chose ou un droit de la part des, des éléments qui concourent, ce qu'on appelle en droit l'ordonnancement juridique du droit, l'ordonnancement juridique du droit, il faut tirer sa légitimité de cela. Exemple, lorsqu'on on fait une élection, celui qui est élu tire sa légitimité du peuple et non pas des lois qui sont dans le pays. La légitimité de celui qui est élu, il tire ça de la souveraineté populaire. En revanche, à côté, on est élu, on a une légalité qui doit s'installer à partir des règles établies dans le pays concerné. C'est les règles de droit établies dans le pays concerné. C'est pour ça que quand on viole ces lois-là, on vous dit généralement que vous n'êtes pas dans la légalité. Vous avez un frein à la légalité parce que vous avez revenu à la loi ou au règlement. On dit légalité, mais en général c'est la loi, les règlements, les arrêtés, tout ce qui concerne l'ordre juridique. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais il faut que les gens se disent la légitimité, généralement, on la tire d'une expression d'un droit populaire, de quelque chose qui est direct. Voilà. Les Suisses sont les meilleurs en la matière. Hein. Les Suisses sont ceux qui ont la légitimité de leurs dirigeants, de leurs gouvernants. Parce qu'ils ont toujours mis en place une espèce de droit par référendum. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses par référendum. Donc, toutes les décisions importantes qui sont prises en Suisse sont prises par voie référendaire. Donc, la légitimité des décisions qui sont prises viennent du peuple général. Donc, voilà. La légitimité vient du peuple. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez nous données et c'est tellement clair, vous avez tellement éclairci nos points sombres. Moi, j'ai tellement compris et cela m'amène à vous demander la légalité au défi de la légitimité. Est-ce qu'il y a une légalité au défi de la légitimité? Alors, le problème, ce n'est pas d'opposer la légalité à la légitimité. La réalité, c'est que les deux se complètent. C'est-à-dire que la légitimité entraîne de facto le respect des principes légaux, le respect de la loi, le respect de la légalité. Ce n'est pas seulement, je veux dire, par exemple, je suis demain élu dans ma commune. Je tire ma légitimité des habitants de ma commune. En revanche, ce n'est pas pour cela, pour autant, que je vais m'affranchir de la légalité, c'est-à-dire des lois qui sont dans ma commune. Donc, en étant légitime, on se trouve dans l'obligation de respecter la légalité de tout ce qu'on aura à faire, les décisions, les actions, les actes que je dois poser doivent correspondre à la loi. Donc, c'est ça. Il y a une complémentarité qui se fait entre les deux. Il ne faut pas les dissocier ni les opposer. On ne peut pas la dissocier, on ne peut pas dissocier les deux concepts, on ne peut pas dissocier la légalité de la légitimité. Est-ce qu'un gouvernement peut être légal et illégitime?
Oui, oui. Un gouvernement peut être dans la Est-ce... légalité sans être Oui. légitime. C'est ce qui est dans les potentats. Hein. Et dans quelles Dans les gouvernements conditions forts. peut-on dire qu'un gouvernement peut être légal mais illégitime? Bah, le cas le plus direct que vous donnez, si vous avez des Togolais qui nous écoutent, c'est le cas du Togo. C'est le cas de beaucoup de pays dictatoriaux. C'était le cas je sais pas, de Cuba à un moment donné. C'est le cas du Kazakhstan. C'est-à-dire que euh, on peut ne pas être, on peut ne pas tirer l'exercice de son pouvoir d'un peuple, mais s'asseoir sur ce que la loi ou les usages existent dans ce pays-là pour se dire, mais je suis dans la légalité puisque je fais les choses selon les usages et selon la loi. Ça ne fait pas pourtant de vous quelque légitime, surtout si vous êtes contesté. Et c'est la plupart de cas, c'est la plupart de cas dans certains pays où vous avez des dirigeants qui sont contestés massivement, mais qui demeurent en place parce qu'ils se disent bah, j'occupe un poste, j'ai des gens qui collaborent avec moi, qui sont ou des ministres ou des directeurs, j'exerce à l'étranger ou à l'extérieur des missions. Donc cela suffit à faire de moi ce que je suis. Oui, sur le plan, justement, formel. Mais sur le plan du droit et sur le plan de la légitimité, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Si je prends les élections du 20 février 2020 au Togo, c'est le cas probant, c'est le cas d'école. Vous avez à côté quelqu'un qui a été régulièrement élu, mais qui ne peut pas occuper le poste. Et vous avez à côté quelqu'un qui a perdu, donc c'est sûr, connu de tout le monde, mais qui se maintient sous prétexte qu'il y a une structure qui a déclaré qu'il est élu. Donc, puisque la structure, je ne parle pas de la légalité, donc je me considère comme légitime. Non, 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 non. Non, vous n'êtes pas légitime. Vous respectez peut-être ce que la structure vous dit, mais la légitimité, vous tirez la légitimité du peuple. Il n'y a que le peuple qui confère à un président, à un maire ou à un député le siège sur lequel il est élu. Ce n'est pas la loi. Non, 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 ce n'est pas la loi. C'est le peuple. C'est quelqu'un. Ce sont les électeurs. Donc c'est ça la différence. Donc, comme dans certains pays, dont le Togo est peut-être l'exemple que les gens peuvent comprendre mieux, il y a aujourd'hui un gouvernement à Lomé qui n'est pas légitime, mais qui exerce l'égalité, un certain nombre de choses, parce qu'il y a un parlement, parce qu'il y a un gouvernement, parce qu'il y a une justice qui fonctionne, mais qui ne tire pas sa légitimité du peuple. La preuve, c'est que le peuple conteste toujours. Le peuple proteste toujours contre cette pseudo-légalité et légitimité volée. La légitimité n'existe pas, mais on fait croire en apparence qu'on est légitime, mais on n'est pas légitime. On est dans la légalité, certes, une légalité contestée. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué d'ailleurs. Et puis, vous avez d'un côté celui qui est légitimement élu, qui n'a pas le pouvoir, les moyens de pouvoir exercer dans la légalité sa mission. Oui, maître, D'où la vous venez... nécessité de transférer les choses. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. D'où la nécessité de lui transférer le droit acquis du peuple pour qu'il puisse exercer dans la légalité ses fonctions et en toute légitimité. C'est aussi simple que cela. Il ne faut pas sortir de Sciences Po pour le savoir. Oui, maître, dans ce cas d'espèce, par exemple, celui que vous considérez de légitime n'a pas prouvé avec les faits, puisque nous sommes en droit, il faut les preuves, c'est ce que vous nous enseignez la plupart du temps, et il faut les preuves, on n'a pas pu
avoir les preuves. Et la dernière fois, même on discutait, même dans cette émission, il y a également l'un de vos membres de votre parti et qui avait dit qu'on n'arrivait même pas à donner les preuves également donc des élections précédentes. Vous venez de nous dire que la légitimité également vient du peuple. Pourquoi le peuple n'a pas pu réclamer sa légitimité, par exemple, dans ce cas d'espèce? Très bien, ça, c'est deux questions intéressantes. Alors, je vais vous y répondre parce que moi, il m'arrive rarement de ne pas trouver des réponses à les questions qu'on me pose, surtout c'est dans mon domaine. Dans votre première approche, vous dites que celui qui a été légitimement élu n'apporte pas la preuve de son élection. Alors, c'est assez surprenant ce genre de langage et de postulat que les gens se positionnent. Parce que à aucun moment, au cours d'une élection, avant, maintenant et après, on ne demande à celui qui est élu de prouver qu'il est élu. C'est la première fois qu'on demande ça à quelqu'un, de prouver qu'il est élu. Vous voyez? Alors, d'abord, c'est un faux problème au Togo. Parce que dans la réalité des choses, lorsqu'on veut avoir la transparence dans une élection, et ça, malheureusement, tous les pays africains francophones sont dans des, voilà, dans des systèmes assez ubuesques. Après une élection, les élections sont normalement faites et contrôlées par le ministère de l'Intérieur dans les pays. Dans les pays normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de récolter tous les suffrages, de les publier normalement et de faire en sorte que les élus, le suffrage exprimé sorte comme il faut. Alors, comme nous en Afrique, on n'est pas capable d'être sérieux, je le dis, on n'est pas capable d'être sérieux dans ce genre de choses. On nous a dit et on a adopté qu'il faut créer une institution à côté qui s'appelle CNI, une commission nationale indépendante. Indépendante, je ne sais pas en quoi, mais vous savez que les gens ne veulent pas être sérieux, vous pouvez créer 10 commissions, ça ne marchera pas. Ah bon? Donc, on a mis en place cette structure qui ne veut rien dire. Il suffit de prendre 2 ou 3 personnes qui n'ont de compte à rendre à aucun code togolais. Il suffit seulement de les corrompre pour qu'ils vous sortent ce qu'ils veulent. Ou il suffit de les menacer aussi. C'est un pays pour qu'ils sortent ce qu'ils veulent. Celui qui a les moyens de faire mieux, il se fait élire. Donc, vous pouvez avoir 1% et être élu, comme vous pouvez avoir 90% et être battu. C'est le cas du Togo. Donc, ne nous trompons pas. On vient demander de prouver que M. Agbéomé prouve qu'il a été élu parce qu'il n'apporte pas la preuve, mais les gens oublient de dire, mais de prouver, on demande de Faure Gnassingbé de prouver qu'il a été élu aussi. Lui, il n'a jamais prouvé. Oui, justement, c'est la G5 ou soit les ambassades. Si je donne un petit exemple, les ambassades des États-Unis qui ont demandé à un certain moment donné, vu que il y avait de petits problèmes, ils ont demandé à ce que les bulletins de vote soient recomptés bureau de vote par bureau de vote. Et si jamais c'était que, par exemple, la DMK ou les opposants avaient des preuves, avaient dans tous les bureaux de vote leurs représentants, pourquoi ne pas par exemple, donner, par exemple, leurs chiffres aux ambassades ou soit prouver également à l'opinion publique leur victoire. En fait, c'est ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que les Africains demandent. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai que nous sommes confrontés à des situations désastreuses et autres. Mais par exemple, si l'opposition, quel que soit au Togo, Bénin et autres, n'arrive pas à prouver, le gouvernement aussi n'arrivera pas à prouver. Donc, ce qui veut dire que les deux parties doivent prouver ce que, en fait, l'opinion publique demande, n'est-ce pas? Puisque c'est vous qui venez de m'enseigner, par exemple, que la légitimité vient du peuple. Et quand le peuple demande quelque chose, c'est maintenant au gouvernement d'aider le peuple dans la bonne droiture.
Tout à fait. Alors, ce que vous venez de dire, vous confirmez exactement ce que je viens de dire à propos de la CNI, en disant que c'est un organisme fantoche qui n'a aucune raison d'être et qui n'existe que de nom. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous venez de dire que les ambassadeurs, les corps diplomatiques étrangers qui sont au Togo ont demandé à ce que M. Aguillaume, le président Aguillaume, apporte la preuve de son élection. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre que ce soit des étrangers qui viennent nous demander d'être sérieux dans ce qu'on fait, parce que c'est ce que ça signifie, hein, d'être sérieux dans ce qu'on fait, et de dire, mais maintenant, vous qui êtes élu, apportez la preuve que c'est vous qui êtes élu, alors qu'on sait très bien que ce n'est ni Faure Gnassingbé qui doit apporter la preuve, on a constitué un organisme qui est la CNI, justement pour ça. Et cet organisme qui est la CNI aurait dû faire ce que les ambassadeurs demandaient, c'est-à-dire recompter les documents bureau de vote par bureau de vote, publier bureau de vote par bureau de vote, sortir les différents PV bureau de vote par bureau de vote. C'est le rôle de cette CNI. Ce n'est ni le rôle de Faure Gnassingbé, ni le rôle d'Aguillaume, ni le rôle de Gogué, ni le rôle d'aucun des candidats. Les candidats n'ont pas à se mêler de cela. Le principe de la liberté, le principe de la neutralité des candidats à l'égard du scrutin, c'est un principe de droit qu'ils doivent respecter. Donc, ils n'ont pas à jouer ce rôle-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un faux problème quand on dit ça. En plus, les gens se complaisent à entendre ces inepties que les diplomates leur disent, et parce que c'est les diplomates qui l'ont dit, mais on les avale. Mais non, mais soyons sérieux. Dites à ces gens, ces diplomates-là, qui n'ont rien à foutre dans les affaires du Togo. Dites-le là. Moi, quand j'ai entendu ça, j'arrache mes cheveux. Parce que ça ne se passe nulle part. Quand on fait des élections, on n'a pas besoin des diplomates belges, italiens, espagnols ou choses pour venir dire, mais sortez-nous les documents. Pourquoi on fait ça aux Africains? Les Africains acceptent. C'est parce qu'on nous infantilise. Et on accepte d'être infantilisé depuis des siècles jusqu'à maintenant. Et vous acceptez ça. Moi, je n'accepte pas. Hein. Je ne l'accepte pas. Donc, demandez que ce soit ces gens-là qui demandent soit à Aguillaume, soit à Faure Gnassingbé ou à d'autres personnes de prouver, eux, qu'ils ont été élus, c'est juste une connerie. C'est une bêtise. C'est la pire des choses qu'on peut entendre. En droit, c'est franchement. Moi, si j'ai un de mes étudiants qui m'écrit ce genre de truc sur un papier à l'école, il a 0. Je suis désolé, mais il a 0. Ouais, maître, il faut dire que c'est pas moi qui vous demande. Vous savez, nous savons tous la réalité et c'est pas moi qui vous demande et c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Et vous savez également que cette émission est interactive et nous avons des auditeurs qui pourront également vous poser des questions, faire leurs contributions et surtout également participer à cette émission avec leurs différentes idées. Alors nous avons un auditeur, un téléspectateur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Wadja qui vous appelle. Oui, monsieur Wadja, comment est-ce que vous allez? Oh, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Wadja, nous discutons également aujourd'hui avec Maître Alexis de la légitimité, de la légalité pour cette première partie de notre émission. Allez-y pour votre contribution, pour votre question. Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire merci à Maître You pour ses éclaircissements, tout ce qu'il apporte à ce débat du jour. Oui. Mais j'ai pris l'émission un peu en retard, mais j'ai vu une déclaration, une question que vous avez posée à Maître You concernant la façon de faire, par exemple au Togo, qu'un candidat se proclame vainqueur et qu'il n'a pas de preuves pour pouvoir justifier son élection. Ou sa victoire. Oui. C'est dans ce sens-là que je voulais aller. Moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête un peu nos infantiles
enfantillage et qu'on évolue un peu vers la politique mature. Parce que aujourd'hui, c'est le problème le plus sérieux au Togo, c'est que on fait de la politique dans l'immaturité. C'est tout comme on pleurniche pour qu'on ait pitié de nous. La politique ne se fait pas de cette manière-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui, après l'élection passée, que Abdomo Kodjo se déclare vainqueur de l'élection et qu'il ne prouve rien au peuple et qu'il attend du peuple de revendiquer cette victoire pour lui, ce n'est pas possible. Le jour des élections au Togo, quand ils ont commencé le dépouillement, nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour que les candidats puissent nous prouver concrètement ce qu'ils font. Donc, je disais, nous avons suivi sur les réseaux sociaux les candidats qui publiaient le dépouillement, les résultats, en particulier à Lomé. Dans le Grand Lomé, je voyais le candidat je vais parler de Dr Abdomo Kodjo. Son parti, il publiait toujours des résultats au fur et à mesure qu'on faisait le dépouillement. Et à un moment donné, nous n'avons rien vu encore, tout est arrêté à Lomé et puis c'est fini. Et on ne commence pas à dire qu'on a gagné des élections sur peut-être une base d'avoir gagné dans plusieurs bureaux de vote à Lomé, on se dit qu'on est vainqueur des élections. Je peux dire que le Togo est petit, mais aussi vaste. Le Togo ne se limite pas à Lomé seulement. Il faut que le docteur Abdomo Kodjo, qui a les moyens aujourd'hui, même si les chaînes nationaux ne nous permettent pas de nous exprimer, nous avons les réseaux sociaux qui, quand même, portent très loin. Si aujourd'hui, Abdomo Kodjo avait réussi à prouver à tout le monde entier qu'il a gagné dans tel bureau de vote, il a cité tous les bureaux, il listait tous les bureaux de vote pour montrer le nombre de voix qu'il a gagné. Et on les met en contre-attaque avec les résultats obtenus par la CENI, nous ne serons pas en train de parler d'une victoire volée. Tout le monde aurait vu ça et je suis sûr que les institutions internationales devaient intervenir dedans et ça devrait marcher. Comme nous parlons du cas des États-Unis, il y a des gens qui ont dit non, les États-Unis devaient pousser pour qu'on fasse un recomptage de voix ou bien qu'on fasse des vérifications. Mais il faut que les candidats aujourd'hui arrivent à prouver. Il faut arrêter de dire tout le temps qu'on a gagné et qu'on a volé. Non. Il faut arriver à prouver aux gens que c'est comme ça. Il faut arrêter de faire la politique d'immaturité. Il faut arrêter de criminaliser seulement le pouvoir et faire de la vraie politique. Un candidat qui se limite seulement à une zone électorale et puis se considère comme vainqueur, non, ça ne se fait pas. Il faut pouvoir prouver qu'on a réellement gagné les élections. Il faut pouvoir donner les chiffres clairs qui contredisent ce que la CENI a publié comme résultat pour convaincre le peuple à sortir derrière nous. Donc c'est très important qu'on arrête toutes ces histoires-là et qu'on avance un peu. Et pour peut-être sortir hors de ce sujet d'aujourd'hui, je voulais dire, moi j'ai fait un constat, la politique au Togo, particulièrement l'opposition, ils nous ont trahis. Comment? Nous avons souffert ils nous ont trahis dans leur façon de faire la politique. On ne fait pas la politique seulement chaque fois pour réclamer le pouvoir. La politique, ça se prépare. Donc, je sais que Maître You est dans la politique, c'est un acteur de la politique, oui. Et il peut peut-être confirmer ce que je dis. Vous voyez la politique au Togo, où l'opposition en particulier, ils sont toujours là à réclamer le pouvoir. Ils ne font rien dans le cadre social. Pas seulement aller donner financièrement, mais un soutien social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne l'exemple de Seco BTP, la société Seco BTP, l'entreprise de construction qui gagnait beaucoup de marchés sur le plan national et même sur le plan international, qui a été fermée pour des raisons inexpliquées. On ne sait même pas pour quelles raisons. Nous n'avons jamais vu un acteur politique au Togo, par exemple, pour réclamer que nous organisons des marches pour soutenir cette société-là qui embauchait des milliers de Togolais et les Togolais sont rentrés dans le chômage parce qu'on a fermé cette société-là. Nous devons protester. Et c'est une marche sociale, une marche civile, une bord politique. Tu es associé à cette marche. C'est que l'opposition ne peut pas aller afficher leur identité politique, mais ils organisent des marches avec la société civile pour réclamer le retour de l'ordre, pour que les Togolais qui ont perdu le boulot puissent retrouver le boulot. Mais ces genre de trucs ne se font jamais au Togo. Les marches qui se font au Togo, c'est toujours des marches pour revendiquer le départ d'un président, pour revendiquer qu'on veut arracher le pouvoir. Donc cette façon de faire la politique, ça prouve combien de fois on n'est pas sérieux.
C'est pourquoi je dis l'opposition nous a trahis. Donc, pour donner juste un exemple que la façon dont la politique se fait au Togo, c'est un peu immature et on ne peut pas évoluer avec ça. Donc je ne vais pas trop aller loin, je m'arrête ici juste pour vous dire que nous suivons de près votre émission et il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui le monde a évolué, on doit aussi évoluer avec le temps. Merci beaucoup. Merci. Je pense que Maître Yo a écouté également votre avis et c'est ce qu'on demande à tous les téléspectateurs de faire, de donner leur avis sur la question. Vous êtes le troisième intervenant aujourd'hui, à part Maître Yo qui nous honore de sa présence en ligne aujourd'hui, malgré son temps chargé. Et merci à vous et vous pouvez nous appeler en contribuant sur le 319 462 89 79. Nous parlons aujourd'hui de légitimité, de l'égalité et Maître Yo nous enseigne, nous donne des informations sur la légalité. Maître Yo, vos réactions sur l'intervenant passé? Oui, alors, j'ai bien suivi ce que dit cet intervenant, mais il y a une chose sur laquelle lui et moi on est d'accord, même s'il ne le verra pas ainsi, c'est qu'avant d'intervenir, j'ai dit ici que nous sommes des plaisantins au Togo et que tout ce qu'on fait, c'est de l'immaturité. Je l'ai déjà dit, moi, avant lui. Donc, il ne fait que me suivre. En ce qui concerne l'appréciation, ou en tout cas sa vision de la preuve du gain des élections, de la victoire des élections, il est dans la même posture que le Togolais lambda, qui n'a pas envie de comprendre ce que c'est que le droit. Parce que moi, je parle que du droit. Je ne parle pas des états d'âme des uns et des autres. D'abord, moi, j'ai toujours dit aux gens que moi, je ne fais pas partie de la DMK. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. Je suis quelqu'un de la société civile qu'on m'a appelé pour aider, participer à la construction de mon pays, pas à la reconstruction, mais à la construction de mon pays. J'ai accepté en tant que tel. Alors, dire s'il avait écouté bien ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien dit que ce n'est ni à Faure Gnassingbé, ni à Guillaume, ni à aucun candidat de faire la preuve de sa victoire. On a une institution qui s'appelle CNI, qui est là, son rôle, c'est puisqu'on part du principe qu'il faut recompter et faire la lumière sur les bulletins de vote, c'est cet organisme-là qui est chargé de le faire. Vous n'allez pas demander aux réseaux sociaux de vous donner des documents, c'est illégal, ce n'est certifié par personne. Vous n'allez pas dire aux gens qui sont dans les bureaux de vote, relevez ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est ça? Qu'est-ce qui vous prouve ça? Quand on vous envoie un truc par Internet ou par chose, et vous croyez à ça. Moi, je suis juriste. Je ne crois pas à des choses comme ça. Je ne crois qu'à l'organisme ou à la structure qu'on a mis en place. Sinon, tout le monde peut sortir le document qu'il veut et on peut statuer là-dessus. On n'en finira pas. C'est ça le côté plaisantin et enfantin du Togo, de l'Afrique en général d'ailleurs. Donc il faut pas. Moi, ce qu'il dit, je lui accorde pas du tout. Pourquoi la CNI n'a pas accepté de faire le recomptage? Pourquoi cette proposition a été faite et ça a été refusé par le pouvoir en place? C'est ça la réalité. Pourquoi ça a été refusé? Moi, je ne vais pas entrer dans les autres considérations que le président Agbéome a dit qu'il avait eu des émissaires qui sont venus le voir, qui lui ont fait, parce que l'autre partie a reconnu sa défaite, qui lui ont fait des propositions. Je ne suis pas là. Donc, je ne vais même schéma là. Je vais sur le schéma du droit en disant il y a un organisme qui est là et c'est lui qui doit le prouver. Je vous donne encore l'exemple. Si ça avait été en France, mais vous n'imaginez pas qu'on va demander à Macron, à Marine Le Pen, de sortir les documents de bureau de vote par bureau de vote. Non, il y a une institution qui est là pour ça. C'est l'institution qui doit servir à faire le recomptage, à même republier s'il y a eu des erreurs et à corriger ces erreurs-là. À quoi ça sert de mettre en place une institution si ce n'est pas pour qu'elle fonctionne normalement? Donc, c'est là où on est d'accord. On a des institutions fantoches, on est des plaisantés en Afrique parce qu'on n'est pas capable de faire les choses. Tout le reste, je ne m'attarderai pas sur les marches. Tout ça, ça ne me concerne pas. Moi, je ne sais pas. C'est aux Togolais de réclamer leur victoire. Ce n'est ni à moi, ni à même quand Agbéome dit qu'il a gagné, oui, parce qu'il estime qu'il a gagné, mais c'est surtout les Togolais qui ont perdu.
C'est surtout les Togolais qui ont perdu. Et on se souvient également de ce moment où, après les élections, Maître Dr Agbeome, avec toute son équipe, ont eu à faire appel et ont redonné également certains documents à la Cour constitutionnelle pour prouver leur victoire. Et aussi, donc, dans ce cas d'espèce où on avait revu également les résultats des élections passées du 22 février 2020, puisqu'on parle de légitimité et de légalité, puisque souvent, même si la Cour constitutionnelle n'a pas donné raison sur toute la ligne au DMK, à la dynamique Monseigneur Podro, la Cour constitutionnelle togolaise a revu un peu les résultats en fin de compte. Bon, maintenant, après ça, on parle de gouvernement légitime, on parle de gouvernement illégitime, on parle de gouvernement légal, on parle de gouvernement illégal. Maître Iou, dites-nous concrètement quelles sont les différences entre ces différents aspects? Pourquoi parler de gouvernement lorsque parler de gouvernement légitime lorsqu'on n'est pas reconnu par la Cour constitutionnelle? Ou soit lorsque la Cour constitutionnelle ne vous donne pas, vous ne gagnez pas les élections devant la Cour constitutionnelle. Et ensuite, le peuple n'arrive pas à être derrière vous. Oui, alors ces deux situations que les Togolais font semblant d'ignorer, parce que vous avez vu ce qui s'est passé après le jour de la proclamation des élections au domicile du docteur Agbeome. Vous savez ce qui s'est passé au Togo? Mais ça ne se passe nulle part comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a un problème. Le problème commence là. Pourquoi aller investir le domicile avec des chars et une armée, des bataillons d'une armée armée jusqu'aux dents pour aller investir son domicile? J'attire votre attention que les résultats n'étaient pas proclamés en ce moment-là. Et personne ne s'est déclaré de vainqueur en ce moment-là. Pourquoi on le fait? Vous voyez, il faut, quand les gens sont sélectifs dans leur manière d'analyser les choses, ça ne va pas. Partez de là. Et après, le 21 avril, qu'est-ce qui s'est passé à son domicile? Mais quand bien même quelqu'un, même si vous estimez qu'il n'a pas gagné, est-ce que cela valait le coup d'aller défoncer chez lui, de ramasser sa famille, d'aller les enfermer en prison, d'amener tout le monde en prison? Ça, c'est les États despotiques qui font ça. Le Togo est un État de despotes. Parce que nous, quand on fait les élections, si Marine Le Pen perd, on ne voit pas l'armée aller envahir son domicile. Hein. Jamais. Pourquoi envahir son domicile? Donc, comprenez très bien qu'en Afrique, on est des rigolos. Alors, on a beau dire tout simplement que si y a eu, on a eu une victoire et pourquoi on le réclame et que personne ne dit rien, mais tout le monde sait qu'au Togo, c'est une prison à ciel ouvert. Tout le monde le sait. J'avais un journaliste qui est sorti, qui a fait juste un commentaire que tout le monde fait sur tous les réseaux sociaux, qu'on trouve partout, mais il est en prison. Pour ça. Il y a un journaliste au Togo qui a fait des investigations, qui a dit que certaines personnes ont détourné de l'argent. Il a failli aller en prison. On l'a jugé, on l'a condamné. Donc, ne me dites pas qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors, soyons sérieux. Celui qui est intervenu tout à l'heure, j'ai compris qu'il a plutôt une tendance autre que ce que tous les Togolais, la réalité aujourd'hui, en finir avec une dictature qui dure depuis 54 ans. Mais pensez-vous, maître, s'il vous plaît, ne pensez-vous pas que les Togolais sont fatigués ou soit sont déçus ou plus que aujourd'hui, mais docteur Agbeome et Monseigneur Podro ne sont plus sur le terrain, ne voient que
Madame Adjamagbo Brigitte faire seule le combat et les autres membres probablement qui sont à l'exil et probablement quand on parle également aujourd'hui également du gouvernement dont vous parlez légitime, dont vous dites que le gouvernement légitime, la plupart de ces membres de ce gouvernement sont à l'extérieur du pays. Oui, oui. Alors vous savez, le patriarche a été dépêché par le HCR, le Haut Conseil des réfugiés du Ghana en Europe. Vous croyez que ces organismes-là, parce qu'ils ont envie de le faire? Non, 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 non. C'est parce qu'il y a une menace sérieuse sur sa vie. Sinon, ils ne se mêlent pas. Non, non. Il y avait une menace sérieuse. Pourquoi doit-on chercher à liquider le patriarche? Mais pourquoi est-ce que vous ne prouvez pas, vous ne montrez pas au peuple que le patriarche a eu des menaces? Parce que, après tout, c'est le peuple qui doit également savoir, avoir cette information-là. Jusque-là, nous n'avons pas l'information que, ou soit les preuves tangibles pour dire que le patriarche est menacé. Jusqu'à preuve du contraire aussi, l'autre fois, on avait vu des images ensanglantées et on avait reçu des invités de la DMK qui ont dit non, c'est pas des images qui datent d'aujourd'hui, ou soit de la circonstance donnée, mais qui était donc d'une autre date. Et aujourd'hui, vous nous parlez que vous nous dites que le patriarche est menacé, alors que le peuple, soit je sais pas, le peuple n'a aucune information. Mais quelles sont les preuves que le patriarche est menacé? Alors les preuves, la première preuve que je peux vous donner aux Togolais, c'est que le patriarche n'est pas parti du Ghana, je crois, de lui-même. C'est le haut conseil du haut commissariat aux réfugiés qui l'a pris manu militari pour amener. Quand vous êtes pris en charge par le HCR, c'est que votre vie est menacée, c'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autres preuves à faire. Moi, j'ai des amis qui militent à Amnesty International, au HCR, donc je sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas par plaisir qu'on lui a fait, c'est parce qu'il était menacé. C'est comme ça. Alors, les gens ont beau discourir et communiquer là-dessus. Si, ça a été dit. Alors, peut-être que ça n'a pas été dit qu'il était menacé, mais moi, je vous le dis, que c'est parce qu'il était menacé. Quand le patriarche est parti, il n'est pas parti de lui-même. C'est le HCR qui l'a dépêché pour partir là-bas. Alors, à propos de son accident, au moins, la DMK a été honnête. Ils ont dit que ce n'est pas une attaque. Les gens ont cru qu'il a été attaqué par les... Non, 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 ce n'est pas une attaque. C'était un accident domestique qu'il a eu. Voilà, donc au moins, les gens sont sérieux à ce niveau-là. Ils ne veulent pas utiliser son accident pour en faire... Ils auraient pu, hein. La DMK aurait pu dire, voilà, qu'il a été attaqué. Mais non, honnêtement, c'est comme ça, ce n'était pas ça. Mais à ce qui concerne la suite et pourquoi les Togolais peuvent être déçus, effectivement. Je peux comprendre, ce serait dommage qu'on se dise aujourd'hui que Agbéoumé est celui qui déçoit. Alors que pendant des années, les gens ont tout fait, ils n'ont jamais réussi à faire ce qu'Agbéoumé fait aujourd'hui. Alors pourquoi on fait un gouvernement à l'étranger? Mais ça, ce n'est pas une première dans l'histoire. Je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps ailleurs, ou chez vous ailleurs, qu'en 1945, pardon, le général de Gaulle avait constitué son gouvernement. Il était à Londres. Et les membres de son gouvernement étaient à l'étranger. Il est revenu en France en 1958, mais triomphalement. Mais personne n'a jamais dit qu'il avait un gouvernement illégitime et pourquoi il revenait en France. Voilà, à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Soit on se dit qu'il n'y a rien à faire avec les Gnassingbé, on les laisse au pouvoir avec une déclarée pour 100 ans, soit on estime que la manière de faire aujourd'hui ne correspond pas à ce que veut le peuple. Ben, dans ce cas-là, il faut y aller, il faut réclamer. Maître, je voudrais vous poser une question. Bien sûr.
Oui, oui, je souhaiterais vous poser une question. Si par exemple, dans un cas d'espèce où on ne parle pas de docteur Agueome Kodjo, où par exemple le patriarche ne disait pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé cela, et par exemple l'opposition togolaise, puisqu'on parle du cas d'espèce du Togo, par rapport à la légitimité, par rapport à la légalité, où on prenait par exemple un autre opposant carrément, à part docteur Agueome Kodjo. Ne pensez-vous pas que ça pourrait un peu amoindrir les situations, ou soit quelle est votre appréhension par rapport à ce cas d'espèce, par exemple, si ce n'était pas docteur Agueome Kodjo? C'est juste entre griffes, puisqu'il y a beaucoup qui se posaient également cette question-là. Oui, alors le problème des Togolais, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'en 2010, il y avait M. Fabre qui réclamait la victoire. C'est une semaine ou deux, et puis on est rentré dans les rangs. En 2015, il a encore réclamé sa victoire. Il s'est rentré dans les rangs. Et en 2020, il y a Aguiome qui réclame une victoire et il ne veut pas rentrer dans les rangs. Et là, les gens le critiquent. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis que les Togolais, je n'arrive pas à les comprendre. On a souvent des raisonnements à contrario qui me surprennent, moi, parce que dire que ça peut être quelqu'un d'autre, oui, ça aurait pu être aussi encore M. Fabre qui a gagné. Mais si c'est lui qui a gagné, il aurait réclamé aussi, comme il avait fait en 2010 et en 2015. Si c'est Gogué qui a gagné, Gogué aurait réclamé. Le problème des Togolais en général, c'est que les Togolais ne s'aiment pas. Hein. Moi, c'est la vision que j'ai de ça. Je peux me tromper, mais les Togolais ne s'aiment pas. Les gens aiment bien, quand ce n'est pas lui, quand ce n'est pas moi, il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, le manque d'unité, le manque de vision commune, le manque d'analyse, je dis, très poussée et assez solidaire d'une lutte, c'est ça qui fait que ça dure aussi longtemps. Et ça durera aussi longtemps que les Togolais ne comprendront pas qu'ils ont une cause commune devant laquelle ils doivent, ce peuple-là doit se mettre en situation, c'est de dire on ne veut plus ça. Et quand on dit on ne veut plus ça, on se donne les moyens pour ne plus le voir. Alors, les gens me disent tout ce qu'ils veulent. Ben, ça s'est passé. Pourquoi ça se passe très bien au Niger et que la démocratie s'installe au Niger, ça se passe bien? Pourquoi ça se passe au Bénin? Pourquoi ça se passe au Burkina? Pourquoi ça au Mali? Malgré tout, les gars, ils tiennent, l'armée tient le truc. Et pourquoi ça ne peut pas se passer au Togo? Voilà. Il ne faut pas regarder devant son nombril. Hein. C'est parce qu'on n'est pas capable de subir. On n'est pas capable. Après, on peut tout nous dire, ouais, l'armée, et tout ça. Mais l'armée n'est rien si le peuple se lève devant. L'armée n'est rien. L'armée est là pour défendre le peuple. Quand bien même on sait qu'au Togo, ils sont capables de tirer sur le peuple, ils vont tirer, mais ils ne vont pas tuer 7 millions de Togolais. Voilà. Donc, il faut que les Togolais sachent. Le pouvoir appartient au peuple, à une personne. Ni à Guillaume, ni à Fonyasibé, ni à Gogué, ni à Djamabo, ni à Fabre. Non. Le siège appartient au peuple togolais. Donc, c'est à eux de voir. Ça appartient au peuple togolais. Vous êtes dans votre émission Envie de la diaspora. Nous avons également en ligne Maître Alessi Sayou, avocat au barreau de Lille. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment de partage d'informations et surtout des décryptages de l'actualité. On parle également aujourd'hui de légitimité et de légalité. On parle souvent au Togo donc du gouvernement légitime. Et bon, moi j'ai eu à savoir cela grâce au gouvernement démocratiquement élu qui se trouve à la diaspora probablement. Alors, je me pose beaucoup plus de questions comme tous les autres Togolais, comme tous les autres Africains, comment préconiser cela. Et cela m'amène à poser une question à Maître Alessi Sayou, qui est notre invité aujourd'hui. Quels sont les bienfaits de la légalité et, entre autres, également de la légitimité? Ma question en deux phases. Les bienfaits de la légalité, ben, c'est simple. Ben, quand on respecte la loi, c'est une bonne chose. Vous savez, quand on met en place
des lois, des règlements, des codes. C'est pour que le peuple puisse respecter ces règles-là. Les règles sont faites, elles sont faites pour le peuple. Donc, on est tenu au respect de ces règles. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puisque vous avez toujours des gens qui enfreignent la loi, ceux qui se retrouvent, les malfrats, ceux qui font des détournements de fonds, ceux qui font des choses qui ne sont pas dans la légalité. Évidemment, ils sont dans l'illégalité, ils enfreignent la loi. Donc, c'est bien d'avoir des lois, c'est bien d'avoir des règles dans une société, parce que cela régule nos relations et cela régule la vie en commun, la vie d'un peuple. C'est pour cela que la légalité est instituée, est nécessaire pour nous tous. Quant à ce qui concerne la légitimité, c'est très simple aussi. C'est que si demain je dois m'exprimer, je dois représenter et faire quelque chose au nom du peuple togolais, il faut qu'il m'en donne mandat, il faut qu'il me le confère. Tout le monde ne peut pas se lever et dire je suis, je sais pas, maire de telle ville ou voilà, ou préfet de tel endroit pour faire quoi que ce soit, non, ou président de la République. Non, il faut tirer ce droit-là de quelqu'un, de quelque chose, de quelque part. Donc, être légitime, c'est parfaitement mieux d'ailleurs, parce que violer la légitimité, c'est beaucoup plus aussi que la légalité. La seule différence, c'est que ce qui est légitime, par exemple, j'ai une voiture, parce que me payer une voiture, je suis légitime, j'ai légitimement acquis ma voiture. Voilà, ce n'est pas, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas emprunté, je l'ai, parce que je peux me le faire. Si je vais prendre la voiture et que je ne paye pas, ce n'est pas la mienne, je vais prendre ça, si on viole la légalité, je viole la loi, parce que la loi interdit justement de ne pas faire ça. Donc vous voyez, je vous dis, les deux, c'est à ça son bénéfice, dans la légalité comme dans la légitimité de quelque chose. Il y a un bénéfice. C'est cela, c'est ce que je viens de vous exprimer. Il y a certainement un bénéfice. Quel est le bénéfice du gouvernement légitime dont vous nous parlez chaque fois du côté de la diaspora, alors qu'il y a un gouvernement, si je me permets de le dire, légal? Parce que quand sur le terrain au Togo, aujourd'hui, même vous, si vous devez rentrer au Togo avec, quel que soit vous êtes américain, quel que soit vous êtes français, vous devez passer par l'aéroport et vous devez suivre la loi. Et il y a également, ce qui veut dire qu'il y a un gouvernement en place qui conduit le pays en bonne et due forme, qui est légal. Bon, maintenant, quelle est, par exemple, la légitimité du gouvernement de Dr Agbeome? La légitimité du docteur Agbeome, c'est que il est vrai élu. Donc lui, il tire son droit d'exister en tant que président. De la même façon, le gouvernement du président Faure Gnassingbé peut dire qu'il est le président, qu'il est élu, puisqu'il a été proclamé par la Cour constitutionnelle que c'est lui qui a gagné. Le problème est là. Alors le problème est là. Qui des deux est légitime? Qui des deux est légitime? C'est à vous de nous dire maintenant, parce que vous venez de nous expliquer les deux, et puis je voudrais vous poser la même question en vous posant la question de savoir le lien étroit entre la légitimité et la légalité, puisqu'on retrouve dans ce cas d'espèce un lien étroit entre la légitimité et la légalité. On ne retrouve pas, par exemple, dans ce cas d'espèce, le gouvernement de Dr Agbeome sur le terrain qui est légal, parce que je ne peux pas, par exemple, faire quelque chose, des démarches pour aller au Togo, ou par exemple pour aller en Afrique, et me dire qu'il y a un gouvernement du côté donc de la diaspora, et me faire face, aller chez ce gouvernement-là, faire mes papiers, ou faire des démarches légales. Donc, quel est le lien entre la légitimité et la légalité? Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, il faut que les Togolais se sortent dans leur tête que le gouvernement d'Agbeome va rester ad vitam aeternam à l'étranger, dans la diaspora. Le but de la légalité, de la légitimité de quelqu'un qui veut que les choses se passent autrement,
c'est d'arriver à rentrer et à faire valoir ses droits. Pour le moment, les conditions ne s'y prêtent pas. Et ça ne veut pas dire que, justement, là où c'est louable, c'est qu'il n'abdique pas, puisqu'il est sûr. Il n'abdique pas. Donc, la légitimité à l'égard de la légalité, c'est que quand on est légitime, on est en droit de réclamer ce qui est légal. En revanche, quand on est légaliste, on ne peut pas réclamer la légitimité comme ça. Il faut la légitimité, il faut l'acquérir d'abord. D'accord? Donc, quand on est légitime, on a tout l'ex pour réclamer légalement les choses, dans la légalité. Et c'est ce que, je pense, c'est ce que le docteur Béomé, le président Béomé, essaye de faire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'a jamais déclaré qu'il veut en conflit ouvert avec ceux qui sont sur place. Il a toujours dit qu'il veut un transfert paisible et apaisé du pouvoir. Donc voilà, il veut suivre la légalité pour avoir chose. Il ne veut pas de l'illégalité. Il ne va pas prendre les armes pour venir au Togo. Non, ce n'est pas le but. C'est peut-être que dans certains pays, je veux dire, des pays du Sahel, il y a longtemps que les gens auraient pris les armes. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe au Tchad. Nous, on ne veut pas ça. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans les années 2010, 2011. Nous, on ne veut pas. Non. Au Togo, je dis toujours, c'est un petit pays. On se connaît tous. Donc, on ne fera pas ça. À partir de ce moment-là, il faut que ça rentre dans la tête des gens qu'on ne peut pas continuellement apprendre les gens pour des idiots. Tous ceux qui sont au Togo savent très bien que Faure Gnassingbé a perdu les élections. Après, on peut se voiler la face et dire tout ce qu'on veut. Les gens le savent. Les gens le disent sous des manteaux. Ils le disent. Où se trouve, maître, je ne vous coupe pas, mais où se trouve le peuple dans tout ça là? Parce que le peuple aujourd'hui, le peuple togolais aujourd'hui se pose des questions entre la Clume et je sais pas quoi. Le peuple, où se trouve le peuple dans tout ça là? Parce que vous m'avez dit au départ de cette émission que la légitimité vient du peuple. Et quand le peuple est là et vous regarde, vous les acteurs politiques, et vous ne dites rien. Et par exemple, on voit le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, qui continue par exercer ses fonctions comme président, et il est là et dans la légitimité, dans la légalité, puisque aujourd'hui on n'a aucun opposant sur le terrain qui dit qu'il a gagné les élections. On a vu par exemple Jean-Pierre Fabre qui a réclamé ces élections. Vous-même vous l'avez dit aujourd'hui dans cette émission qu'il a réclamé, qu'il a gagné dans les années précédentes et autres. Et aujourd'hui on ne voit pas le président Agbéomé sur le terrain, on ne voit pas ses membres, on ne voit pas également ses activités, ce qui suppose que il n'a pas les preuves de sa victoire, il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Aujourd'hui, quand on est à la diaspora, on se dit légitime parce qu'on sait qu'on est couvert par le HCR ou par la communauté internationale où on ne peut pas le toucher. Et je suis un peu confus par rapport à la distinction entre la légitimité et la légalité. Et dites-nous clairement, et à tous les téléspectateurs que nous suivez sur AfroWeb TV, la distinction entre la légalité et la légitimité. Puisque jusqu'à présent, pour le cas d'espèce du Togo dont vous parlez, on voit notre président Faure Gnassingbé et avec tous les opposants qui sont sur le terrain, qui font des activités exceptées, et Dr Agbéomé. Oui, alors, il y a une distinction importante. Tous les opposants ne sont pas à l'extérieur. D'accord? Donc, il y en a qui sont sur le terrain, qui sont au Togo. Mais il ne vous a pas échappé, et il n'échappe pas au peuple togolais, je vais le redire, que le Togo est une prison à ciel ouvert. Quand on vous dit que c'est une prison à ciel ouvert, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Et que tous ceux qui veulent bouger d'un seul pouce réellement pour réclamer une victoire ou le pouvoir de Faure Gnassingbé se retrouvent soit en prison, soit au cimetière. Vous le savez ça. Tous les Togolais le savent. Alors arrêtons de se voiler la face. Si les Togolais, je peux comprendre qu'aujourd'hui les Togolais n'ont pas envie de sortir parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tuer. Est-ce que vous avez compté le nombre de morts depuis 2005
Je prends seulement 2005, le nombre de morts, de disparus. Est-ce qu'on a compté au Togo? Mais oui, je peux comprendre que les Togolais aient du mal aujourd'hui à sortir pour réclamer leur victoire. Parce que c'est le cas. Simplement parce qu'ils savent qu'on va tirer sur eux, qu'il y aura des morts. Alors, ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays, ça. Faure Gnassingbé, il a emprisonné son frère, ça fait combien? 12 ans qu'il est là. C'est son frère. Hein? S'il a pu emprisonner son frère 12 ans, alors qui est Agbeomi? Qui est le patriarche? Donc, tous les Togolais savent que si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez à l'intérieur de l'armée togolaise, je ne dirais pas toute l'armée togolaise, vous avez à l'intérieur de l'armée togolaise une espèce de mafia alliée, bien sûr, au pouvoir, qui ont décidé de mettre tout le monde sous la coupe. Et de dire, si tu bronches, on te tue. Si tu bronches, on t'arrête, on t'enferme, on te met en prison. C'est la règle chez eux. Et ça, c'est la règle de tous les dictateurs, hein, de tous les despotes. C'est comme ça. Alors, soit les Togolais se disent, on va vivre sous le despotisme et on ne dit rien, soit ils se disent, à un moment donné, il faudrait bien qu'on se batte pour arracher notre victoire. Et il y a des moyens pour le faire. Les autres y arrivent. Donc, je conseille aux Togolais de faire comme les autres. Oui, maître. Jusque-là, on a vu également Jean-Pierre Fabre qui a réclamé les élections pendant un certain nombre d'années et jusque-là, on ne l'a pas touché, il n'a pas été emprisonné. C'est ce que disent probablement certains Togolais, hein, mais vous savez que cette émission est interactive et il y a également des auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, quelle que soit la diaspora également au Bercail, ils peuvent participer également à cette émission en appelant par WhatsApp et par appel téléphonique directement et sur le 319 462 89 119. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous dans votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Adolphe. Monsieur Adolphe, comment est-ce que vous allez? Ah, Dieu merci. Bien. Allez-y pour votre contribution. Maître Iou est avec nous pour vous écouter et apprécier également votre intervention. Oui, je salue Maître Iou Alexis. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais aussi apporter ma contribution et poser quelques questions à Maître Alexis. Allez-y. D'abord, je te félicite, monsieur Agbenga, Moïse Agbenga, pour l'initiative. C'est une bonne initiative pour que la diaspora puisse poser des questions, participer, avoir des éclaircissements. Mais j'ai remarqué que depuis votre émission, depuis que vous avez inauguré cette émission, peu de Togolais interviennent. J'ai été vraiment touché. La dernière fois, quand vous avez abordé les thèmes des autres pays, j'ai vu comment les Béninois ont posé des questions. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est que les Togolais n'aiment pas poser des questions. Ils préfèrent raconter des choses sur les réseaux sociaux. Oui. Des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Hein? Ce qui est dommage pour les Togolais. Au lieu que c'est une occasion que vous êtes là, on a invité le Premier ministre de la DMK. On a invité des gens qui sont venus et que les Togolais doivent poser des questions. Ils ne posent jamais de questions. Ils sont là, mais quand il s'agit de distribuer des audios dont on ne connaît pas l'origine ou bien les auteurs, mais ils préfèrent mettre leur confiance à ces audios, les distribuer pour semer d'adjari entre l'opposition. Hein? Quelqu'un dit quelque chose et toi tu prends ça, tu coupes ça. Et je ne sais pas pour accuser des médias. Hein. Il y a certains de nos Togolais, je vais le dire, Lille et Nil d'abord, Ali Camus, ces gens-là, les Togolais doivent savoir qu'ils sont très dangereux. C'est des gens très dangereux. Les Togolais font des discussions dans les groupes de WhatsApp. Ils prennent une partie de la discussion et les mettent sur YouTube et livrent pour livrer les gens aux vendus populaires. Ce n'est pas bien. Les Togolais doivent cesser ça. Hein? C'est une occasion
Vous êtes là, on doit vous poser des questions. On ne pose pas de questions. Depuis que cette émission a été initiée, je vois mal, les Togolais ne posent pas de questions. C'est dommage, c'est dommage. Voilà ma question, maître. Donc, pour vous, la légitimité toujours suppose un mandat électif. Si je comprends bien, tu dois être élu quelque part avant de pouvoir dire que tu es légitime. C'est là ma question. Ma deuxième question, je suis un peu en retard, je n'ai pas suivi l'émission au début. Comment qualifiez-vous le gouvernement ou le pouvoir actuellement à Lomé? Puisque c'est sur ce pouvoir, c'est vers ce pouvoir que les Togolais se tournent pour leurs besoins et dans le pouvoir de la DMK. Comment est-ce que vous allez qualifier le gouvernement actuel que nous avons au Togo? Merci. Bonne journée. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Adolphe, pour votre intervention. C'est une vérité. Il y a plusieurs personnes, d'autres communautés, lorsqu'on fait ces genres d'émissions, d'autres communautés participent mieux et posent des questions, interviennent beaucoup dans nos émissions, alors que la nationalité togolaise n'interviennent pas, on se tait et on distribue après les audios. Merci, on continue l'émission Avis de la diaspora. Je pense que Maître Alexis est avec nous pour répondre également aux inquiétudes de Monsieur Adolphe. Allez-y, Maître. Oui, merci M. Adolphe pour votre remarque d'abord, assez pertinente, et les deux questions auxquelles je vais tenter de répondre. Pour votre remarque, j'apprécie beaucoup la remarque parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est la même chose que je disais déjà dès le départ, que les Togolais, on a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à leur sort. Et que, effectivement, ce qu'il dit est vrai, les gens prennent plus leur temps à distribuer des audios sur les réseaux sociaux plutôt qu'à avoir des discussions franches et à nous interroger. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a d'autres Togolais qui on peut s'adresser pour avoir des avis, y compris échanger, tout simplement. Mais les Togolais ne font pas ça. Moi, vous savez, vous pouvez fouiller partout sur les YouTube, tout ailleurs. Vous ne verrez jamais une vidéo de ma part. Hein. Je n'ai jamais fait un truc comme ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme de dialogue, de partage et d'écoute, plutôt que de ventiler des messages audio ou vidéo qui n'ont aucun sens pour moi. Hein. Je ne veux pas mettre en cause tout ce qu'ils font, mais je pense qu'on peut faire autre chose et mieux. Donc, cet auditeur a totalement raison là-dessus. Sa première question, c'est, il me demande si on peut tirer sa légitimité que d'une élection. Prioritairement, oui, mais il n'y a pas que cela. Prioritairement, la légitimité, on la tire des élections, mais aussi la légitimité, on peut la tirer de la loi fondamentale. C'est-à-dire, lorsque la Constitution vous confère un certain nombre de choses, lorsque la loi vous confère un certain nombre de choses, vous vous estimez légitime de faire cette chose-là. Lorsque vous avez, par exemple, je ne sais pas, une loi qui autorise de faire des choses, si vous faites ces choses-là selon la loi fondamentale, première loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, mais vous êtes légitime pour le faire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas dissocier les deux notions. La légalité, la légitimité incarne déjà la légalité n'incarne pas toujours la légitimité. C'est la distinction que j'ai tenté de vous faire tout à l'heure. Alors, comment qualifier le gouvernement du Togo? Le gouvernement qui est en place au Togo est un gouvernement, pour ma part, usurpateur. Alors, peut-être qu'il reste dans la sphère internationale visuellement, c'est-à-dire de façon formelle, factice, comme légal, le gouvernement légal, mais si on demande au Togo aujourd'hui s'ils reconnaissent entièrement le gouvernement, vous verrez que la plupart des Togolais vous diront non. Mais qui subissent, au fait, ce gouvernement-là? Quand on subit quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas que ces personnes n'ont pas la légalité. Si demain je me dis que je suis directeur d'une société alors que personne ne m'a nommé, je ne suis pas légitime pour occuper ce poste. Et donc tous les employés de cette société peuvent ne pas me reconnaître et me dire, ben non, même si je peux signer des documents,
parce qu'on estime qu'il y a des documents. Enfin, je peux signer ces documents. Ces documents ne sont pas pour autant légitimes. Donc voilà, c'est ce qui se passe au Togo. Donc ce gouvernement togolais n'est pas un gouvernement légitime. C'est vous qui le dites, maître. C'est vous qui le dites. Ah non, mais je le. Alors la deuxième question. Je le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. C'est pas un gouvernement légitime puisqu'il n'est pas issu de la souveraineté populaire. Ça, c'est la deuxième question de ce monsieur. Il faut savoir si, comment je peux qualifier ce gouvernement. Oui, c'est ça. Je le qualifie d'un gouvernement totalement illégitime. Merci Maître Alessis d'être à nos côtés aujourd'hui pour répondre à nos interrogations. Ça fait chaud au cœur de vous savoir et de vous avoir également pour partager les informations avec nous. Alors, à l'instant en off, je vous parle d'un gouvernement de fait et je voudrais savoir d'amples informations, ou soit dans quelle situation pouvons-nous parler d'un gouvernement de fait. Alors, c'est vrai que j'ai compris ce qui pose ce genre de questions, c'est que les gens sont tentés de dire le gouvernement d'Agbéomé, c'est un gouvernement de fait, et le gouvernement de Faure Gnassingbé n'en est pas plus un gouvernement de droit. OK? Parce qu'on oppose toujours les situations de fait aux situations de droit. D'accord? Si les gens peuvent s'imaginer que le gouvernement d'Agbéomé est un gouvernement de fait parce que il n'exerce pas sur place, il n'a pas le sceau de l'État, il n'est pas reconnu internationalement, il n'agit pas dans le cadre de la sphère de l'exercice du pouvoir au niveau international. Donc, on estime que c'est un pouvoir de fait. Ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mais je confirme à tous les spectateurs et spectatrices que le gouvernement de Lomé, Faure Gnassingbé, n'en est pas non plus un gouvernement de droit. Donc, si vous voulez mon avis, si on qualifie le gouvernement d'Agbéomé d'un gouvernement de fait, celui de Lomé est un gouvernement de fait aussi. Donc, vous voyez, le Togo est mal barré. Parce que, et justement, c'est ça qui est le dilemme togolais. Parce qu'on n'est pas capable de s'unir, de s'entendre, d'élever le niveau de nos réflexions et de notre intelligence pour passer le cap supérieur et faire les choses comme cela se fait partout ailleurs. Donc, deux gouvernements totalement dans le cadre de fait et non pas de droit, qui peuvent exercer. Vous savez, je disais la dernière fois à un journaliste à une télévision béninoise que, je crois que c'est dans les années 70, il y avait eu une espèce de gouvernement de triumvirat au Bénin où il y a 3 présidents en même temps. Ça, c'est une situation de fait. Hein. Ça n'a jamais été un état de droit à ce moment-là. Un pays ne peut pas avoir 3 présidents. Ça n'existe pas. Ils l'ont eu à ce moment-là. Donc, c'est une situation exceptionnelle, de situation de fait. Le Togo vit à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, il faut l'accepter. À nous, Togolais, de savoir où on va et ce qu'on veut faire. Donc, selon vous, maître, aujourd'hui, le Togo a 2 présidents? Oui. Ah bon? Oui. Ben oui. Alors, quelles sont les limites de la légalité et de la légitimité? Je veux fermer cette parenthèse sur la légitimité et la légalité. La limite de la légalité, c'est lorsqu'on viole tout ce qui est préétabli comme loi. La limite de la légitimité, c'est lorsqu'on n'a pas tiré un droit acquis d'une situation de droit. Voilà, je ne sais pas comment je veux vous l'expliquer plus, mais c'est une situation de droit qui confère la légitimité. Quand vous n'avez pas tiré votre état de droit d'une situation de droit, mais vous n'êtes pas légitime. Quand vous exercez alors que le droit ne vous l'autorise pas et ce que j'appelle l'ordre juridique ne vous l'autorise pas, vous êtes dans l'illégalité. Donc, vous avez les deux situations, d'un côté comme dans l'autre, il faut que ça soit complémentaire. Si ce n'est pas complémentaire, ça ne marche pas.
C'est ce que je vous ai dit au début, ça ne marche pas. Donc, ceux qui sont à l'OME peuvent dire, nous, on est légaliste, on est dans le droit, on est... Mais oui, peut-être, mais comme ils ne sont pas légitimes, ce n'est pas mieux. Et peut-être le gouvernement de l'OME à l'extérieur qui dit, moi, je suis légitime, mais on n'arrive pas à exercer le droit tel qu'il est prévu par la Constitution au Togo. Mais il y a un souci aussi parce qu'on est bien reconnu par le peuple, mais pas uniquement par le peuple et pas ailleurs. Donc voilà, c'est aux Togolais de résoudre ce problème-là. Ce n'est ni à moi, ni à vous, ni à Guillaume tout seul, parce que lui seul, il n'est rien. Voilà. Donc je pars du principe que on doit cesser au Togo de se voiler la face et de se dire la situation, c'est pour telle personne. Voilà. Ce n'est pas pour telle personne. C'est très, très dangereux de tenir ce langage parce que c'est un langage de défaitiste, c'est un langage d'abandon, d'état de léthargie, d'acceptation de l'inacceptable. C'est ce qui se passe en Corée du Nord, c'est ce qui se passe au Kazakhstan, c'est ce qui se passe dans les pays où vous avez un despote et vous là, votez, que tout vous arrive et les gens pensent que c'est leur sort. Mais non, ce n'est pas votre sort si vous ne pouvez pas avoir d'hôpital, ce n'est pas votre sort si vous avez une université, ce n'est pas votre sort. Si vous ne pouvez pas avoir de l'eau potable à boire, ce n'est pas votre sort. Si vous n'avez pas d'électricité, ce n'est pas votre sort. Non, ce n'est pas votre sort. C'est parce que les gouvernants que vous savez ne sont pas capables de vous gouverner, n'ont pas la possibilité de faire ce qu'il faut. Et quand ce n'est pas comme ça, on change. Nous, vous savez, en France, on n'a donné qu'un seul mandat à Sarkozy. On n'a donné qu'un seul mandat comment l'appelle-t-on, à Hollande. Vous allez voir que bientôt, l'année prochaine, on va faire les élections pour Macron, et je parie qu'il risque d'avoir aussi un seul mandat, parce que les gens ne sont pas contents. Tant que le peuple n'est pas content, sauf au Togo, on ne peut pas changer, parce que vous avez même quand vous changez, les gens sont toujours là, les armes à la main, en disant si vous sortez, moi je vous tue. Et forcément, les gens, ils se taisent. Vous savez, la situation du Togo est très, très... c'est alarmant. Moi, quand je l'analyse, j'ai envie de pleurer. Parce qu'il y a tellement de choses que nous, en Europe, en Amérique et ailleurs, on voit comment les gens évoluent, comment les gens travaillent, comment les gens font pour qu'ils y arrivent, les moyens qu'ils y mettent, le sérieux dans lequel ils mettent dans ce qu'ils font. Et chez nous, rien ne se fait. C'est l'état statique, c'est rien. Mais il ne faut pas le dire. Merci, maître. Merci beaucoup, maître, pour ces éclaircissements que vous nous donnez dans notre émission, dans votre émission Avis de la diaspora. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la grande famille des amis internautes, des téléspectateurs, des auditeurs également de cette émission Avis de la diaspora, diffusée sur AfroWeb TV. Vous êtes au bon endroit pour écouter les informations, décrypter également les informations, participer à cette émission en composant tout simplement le 319 462 89 119. Les émissions sont disponibles également sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV et allez tout simplement sur www.afrowebtv.com/live, ou si vous avez manqué également cette émission, dans le menu La Test Live, La Test Post, et également donc vous serez également pour discuter et donner vos commentaires également sur cette émission en direct également. Merci infiniment. On va faire une petite pause d'1 minute, une occasion encore une fois de permettre également à Maître Alexis de se ressourcer. On revient juste derrière. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.